gouverneur de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a rendu visite aux survivants d'un attentat de Boko Haram. L'attentat de la veille à Maïdougouri avait fait 16 morts, dont 9 enfants qui jouaient au football sur un terrain. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée mardi en Guinée, plus d'une semaine après la résurgence de la maladie. Anzere Kore, directeur, médecin, infirmiers et cas contacts reçoivent leur injection. Lors de sa visite à Rabat, le président de la FIFA a déclaré que le Maroc a un rôle très important à jouer pour le futur du football africain. Cette visite de Gianni Infantino entre dans le cadre de sa tournée africaine. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le gouverneur de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a rendu visite aux survivants d'un attentat terroriste de Boko Haram à l'hôpital. L'attentat de la veille à Maïdougouri avait fait au total 16 morts, dont 9 enfants qui jouaient du football dehors. Reportage. Des obus tirés mardi par des djihadistes sur Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés, selon un nouveau bilan communiqué mercredi. Maïdougouri est l'un des derniers bastions sécurisés dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection depuis 10 ans. Des combattants djihadistes sont parvenus à franchir des fossés protégeant Maïdougouri pour pénétrer dans Kaleri, en périphérie de la ville, mardi, en fin d'après-midi. De là, ils ont tiré des obus, dont 2 ont atteint les quartiers densément peuplés d'Adamkolo et de Gouandje. Le gouverneur de l'État de Borno a rendu mercredi visite aux survivants de l'attentat. Nous avons vécu une situation similaire, il y a exactement 1 an dans la ville de Maïdougouri. La seule solution possible est de déployer une technologie et de détecter toute personne entrant dans la ville en vue de nuire à la population. Quand cela s'est produit, mon lieu de travail est tout près et j'ai vu quelque chose de rouge arriver et avant de retomber et renverser et tuer beaucoup de gens. Maïdougouri, un des derniers bastions sécurisés de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste au Nigeria, est sporadiquement ciblé par des attaques. En juillet 2020, des djihadistes avaient également tiré des roquettes depuis l'extérieur de la ville, tuant 4 personnes et faisant 3 blessés. Depuis la fin de l'année 2020, les attaques meurtrières se sont intensifiées dans la région, poussant le président Muhammadu Buhari, sous le feu des critiques, à remplacer fin janvier les 4 principaux chefs de l'armée. Au Congo-Brazzaville, 2 organisations de la société civile ont dénoncé ce mercredi des irrégularités constatées dans l'organisation de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Selon elles, le scrutin risque d'être biaisé et non transparent. Reportage. L'élection sera biaisée. Nous exprimons notre vive préoccupation au regard des irrégularités et autres violations de la loi constatées dans le processus de l'élection présidentielle. C'est ce qu'ont écrit dans un communiqué le Cercle des droits de l'homme et de développement CDHD et le Mouvement citoyen Ras-le-Bol, 2 organisations de la société civile du Congo-Brazzaville. Il a été constaté que le processus de révision des listes électorales engagé n'a pas permis de mettre fin à certaines irrégularités. Force est de constater que ces listes sont identiques à celles datant de plusieurs décennies sans réel changement, dénoncent les 2 ONG. Selon elles, cette situation n'est pas de nature à garantir une maîtrise effective du corps électoral. Elles affirment en outre qu'en prenant la décision de procéder au vote anticipé des agents de la force publique, le gouvernement n'a pas rassuré l'opinion sur le lieu de leur vote qui se fera soit dans les casernes, les camps ou encore dans les lieux habituels. La force publique votera le 17 mars et le reste de la population le 21 mars. Par ailleurs, les 2 organisations accusent la majorité au pouvoir d'avoir commencé à organiser la campagne électorale alors qu'elle n'est pas encore officiellement lancée. Le scrutin va opposer le président sortant Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 36 ans et 6 autres candidats dont 2 anciens ministres, Mathias Nzon et Guy Brice Parfait Kolela, devenus de farouches opposants.
Le journaliste algérien Khaled Drareni, emprisonné pendant presque 1 an pour avoir couvert une manifestation et libéré il y a quelques jours, se dit déterminé à reprendre le métier. La prison a renforcé son engagement pour la liberté de la presse qu'il espère intouchable désormais en Algérie. Reportage. Le symbole de la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni, se dit déterminé à reprendre le métier de journalisme et son combat pour la liberté de la presse. Incarcéré en mars 2020, l'ancien présentateur vedette est sorti de prison samedi soir à la suite de la grâce décrétée par le président Abdelmadjid Tebboune en faveur de détenus du Irak, le soulèvement populaire né en février 2019. Le journaliste s'est fait connaître en Algérie grâce à son passage de présentateur à la télévision privée, mais aussi pour son activisme sur les réseaux sociaux où il a partagé photos, slogans et déclarations en direct des défilés du Irak. Un journaliste ne mérite pas d'aller en prison. J'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui entre en prison, plaide Khaled Drareni dans un entretien. Je ne sais faire que être journaliste. C'est la profession que j'exerce avec fierté et bonheur depuis 15 ans. Et je suis heureux de revenir à cette profession et de retrouver cette formidable profession. Et j'espère surtout que ma prison va contribuer à renforcer la liberté de la presse en Algérie, va en faire une liberté sacrée, intouchable, et j'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui rentre en prison. Je pense que le combat de la liberté de la presse est un combat de tous les jours et dans tous les pays du monde. J'ai souvent pensé à tous les détenus et à tous les journalistes qui sont emprisonnés dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il n'y a pas qu'en Algérie où on met des journalistes en prison. Je suis solidaire avec eux, de leurs familles, de leurs proches. Le combat pour la liberté de la presse doit être un combat universel et je suis prêt à mener ce combat en tant que journaliste algérien. À ce jour, sa liberté n'est que provisoire, puisque ce pourvoi en cassation qu'il a introduit sera examiné ce jeudi par la Cour suprême. Malgré la libération récente d'une 50aine de détenus d'opinion, une 30aine de personnes sont toujours en prison pour des faits liés au Irak et ou aux libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus. Les professionnels de santé montent de plus en plus le ton en Afrique du Sud. Ils disent être sous-payés alors qu'ils sont surexploités pour faire face au nouveau coronavirus. Reportage. C'est devant l'hôpital de Johannesburg qu'ils se sont donné rendez-vous. Champ de lutte sud-africain contre l'apartheid, un moyen peut-être de dénoncer une certaine discrimination dans le traitement salarial, malgré leur dévouement dans la lutte contre le nouveau coronavirus. En ce moment, on nous appelle les frontliners, ce qui signifie que nous sommes en première ligne de la pandémie pour attraper ce virus que la COVID-19 nous lance. Il est donc très important que nous soyons également considérés comme des êtres humains. On ne dit pas qu'il faut nous donner quoi que ce soit du fonds Covid. On dit qu'il faut nous payer ce qui nous est dû. Most of the government officials, they have a big stomach like this. La plupart des officiels du gouvernement meurent de suralimentation. Dans ce pays, les gens meurent de suralimentation alors que la majorité de notre peuple meurt de faim. Who are dying of overeating, while majority of our people are dying of hunger. Mr. Ramaphosa, your slogan is Tumamina. Monsieur Ramaphosa, votre slogan est Tumamina, envoyez-moi. Nous vous envoyons aujourd'hui en tant que fonctionnaire pour dire au ministre des Finances, veuillez allouer un budget qui permettra de payer les fonctionnaires. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. La manifestation s'est tenue à un moment où le ministre des Finances sud-africain était attendu pour présenter un plan pour relever le pays. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée mardi en Guinée, plus d'une semaine après la résurgence de la maladie. Cette opération se déroule à l'hôpital de la région de Nzerekore, où directeurs, médecins, infirmiers et cas contacts reçoivent déjà leur injection.
La vaccination a débuté mardi, d'abord dans la région de Nzere-Koré, mais aussi à Doubreka, dans la périphérie de Conakry. Le ministre de la Santé, le général Rémi Lama, a dit espérer en avoir terminé avec la fièvre hémorragique Ebola dans un délai de 6 semaines. Mais il faudra pour cela vaincre les réticences des populations, conviennent les spécialistes. La campagne s'est poursuivie mercredi à l'hôpital régional de Nzere-Koré, où directeurs, médecins, infirmiers, cas contacts ont reçu leur injection ainsi que quelques cachets de paracétamol contre les éventuels effets secondaires. À Conakry, 3 autres volontaires ont également été vaccinés mercredi par des agents médicaux en tenue de protection intégrale dans une tente dressée dans la cour de la base militaire. 10 cas contacts de la première victime répertoriée, une infirmière ou de son mari, lui aussi infecté, qui a rejoint Conakry en bus, ont également reçu une dose. 10 jours après s'être déclaré en état d'épidémie d'Ebola, la Guinée a fait état d'une dizaine de cas probables ou confirmés et de 6 à 8 décès selon les sources. Près de 400 cas contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. L'épidémie en Afrique de l'Ouest avait causé plus de 11 300 décès de 2013 à 2016, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le Maroc a un rôle important à jouer pour le futur du football africain. C'est bien sûr lors de la visite de Gianni Infantino qui entre dans le cadre de sa tournée africaine qu'il a entamée la semaine dernière à l'approche de l'élection pour la présidence de la Confédération africaine de football qui doit se tenir le 12 mars prochain au Maroc qu'il a fait cette déclaration. On l'écoute. Je suis là pour une visite de travail avec mon ami, le président de la fédération, Fouzi, avec toute son équipe. On est là évidemment pour discuter de projets, de futur, du football marocain, du football africain, où on sait que le Maroc a un rôle de locomotive, un rôle très important à jouer. Que je peux constater pas seulement la passion pour le football dans ce pays, mais aussi le sérieux du travail de la fédération. Et c'est pour ça qu'on est là pour voir comment on peut faire fructifier encore plus ce travail, le centre qu'il y a à Rabat même, les infrastructures qu'il y a dans tout le pays, comment tout le Maroc, toute l'Afrique, mais aussi le monde peut bénéficier de tout ça. On parle projet, on parle programme, on parle développement des jeunes, on parle football féminin aussi, c'est important aussi. Et on parle évidemment, en général, du football. Je suis heureux, c'est une belle journée, je me réjouis. On va certainement pouvoir partir d'ici avec beaucoup d'idées et de programmes sur le football. Voilà qui referme donc cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.